Je m'appelle Brooke Harlan. Il y a 2 semaines, mon mari m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé les mots qui ont anéanti tout ce que nous avions construit, ou du moins tout ce que je faisais semblant de construire. Nous étions dans la cuisine de notre appartement de Belltown, celui avec la vue sur la baie Elliott qui, encore aujourd'hui, capte la lumière du matin comme pour s'excuser. Il rentrait d'une soirée entre amis, portant toujours le blazer bleu marine que je lui avais offert pour sa promotion 2 ans plus tôt. Son interlocuteur était légèrement éméché, comme toujours après quelques verres de trop. Il a posé ses clés sur le comptoir, celle de la voiture pour laquelle j'avais versé la compte, celle de l'immeuble dont j'avais assumé seul le crédit immobilier avant notre mariage, et a dit d'un ton presque désinvolte. « Mes amis pensent que tu me freines, Brooke. » Ils pensent que je mérite mieux. Je me souviens précisément du silence qui a suivi. Le réfrigérateur bourdonnait. La pluie frappait à la vitre comme des doigts impatients d'obtenir une réponse. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai simplement regardé. Vraiment regardé, et j'ai dit, alors va trouver mieux. Il a cligné des yeux, surpris que je n'ai pas protesté. Surpris que sa femme, toujours présente pour apaiser sa frustration, n'ait pas immédiatement cherché à le rassurer. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis s'est retourné et est allé dans la chambre faire sa valise. C'est à ce moment-là que j'ai su que l'histoire que je me racontais depuis 8 ans était terminée. Sébastien et moi nous sommes rencontrés il y a 9 ans dans un café bondé de Capitol Hill, par un rare après-midi ensoleillé d'octobre. Il était étudiant en architecture, dessinant des bâtiments impossibles sur des serviettes en papier, parlant de lumière et de structure comme si elles étaient vivantes. J'avais 28 ans et je travaillais déjà comme consultante indépendante en gestion de crise pour des entreprises technologiques, un travail bien rémunéré et peu exigeant. J'ai été séduite par sa façon de percevoir le potentiel des lignes droites et des espaces vides. Il a été séduit par ma façon d'écouter. D'écouter vraiment, sans m'interrompre pour parler de moi. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard lors d'une cérémonie intime dans le verger familial, près de Yakama Valley. Fin d'été, une lumière dorée filtrait à travers les pommiers. Juste la famille et une poignée d'amis. Je portais le voile de dentelle de ma mère. Il a pleuré en prononçant ses vœux. J'ai cru chaque mot. Pendant les premières années, j'ai cru que nous construisions quelque chose de solide. Je payais le loyer pendant qu'il faisait des stages dans des entreprises prestigieuses mais non rémunérées. Je réglais les factures, les courses, le remboursement minimum de son prêt étudiant. Quand il a enfin décroché un poste dans une agence de design réputée du centre-ville, j'ai fêté ça plus fort que lui. Champagne, son steak préféré, des heures à l'écouter parler de ses projets, des échéances et du fait qu'il réussissait enfin. Je n'ai jamais mentionné le client à 7 chiffres que j'avais signé la même semaine. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Je me disais qu'aimer, c'était le laisser briller. Avec le recul, je vois à quel point j'ai soigneusement orchestré la lumière. Je me tenais juste en dehors du cadre pour qu'il soit au centre. Je pensais que c'était du partenariat. Je pensais que c'était de la bienveillance. Il y a 4 ans, à peu près au moment où Sébastien a obtenu sa promotion, il en parle encore comme si c'était hier, ma partenaire, Lena Navarro, et moi avons discrètement lancé Harlan Navarro Resilience Partners. Nous étions spécialisés dans le genre de crise que la plupart des consultants refusent de prendre en charge. Les fuites de données exposant des millions de personnes, les scandales impliquant des dirigeants menaçant des conseils d'administration entiers, les échecs de produits susceptibles de faire chuter des valorisations de plusieurs milliards de dollars. Lena s'occupait de l'analyse technique. Je gérais les relations humaines, les déclarations, les conseils d'administration qui avaient besoin de quelqu'un capable d'intervenir dans une situation critique et d'en ressortir indemne. Nous étions compétents, discrets, coûteux, et nous restions invisibles. Je n'en ai jamais parlé à Sébastien. Ni lorsque notre chiffre d'affaires a dépassé le million de dollars. Ni lorsque nous avons refusé 2 entreprises du Fortune 500 car leurs conditions ne respectaient pas notre contrôle. Ni lorsque j'ai discrètement transféré de l'argent de mon compte professionnel à notre compte commun pour combler le manque à gagner après la restructuration de son cabinet et la réduction de son salaire de près d'1 tiers. Il était gêné. Je ne voulais pas aggraver les choses. Alors, j'ai gardé le silence. Je me suis fait oublier. Ce matin-là, après qu'il eut fermé la valise et qu'il se soit planté dans l'embrasure de la porte, l'air de s'attendre à ce que je le supplie de rester, j'ai enfin prononcé la vérité que je gardais pour moi depuis des années. Sébastien, avant de partir, il y a quelque chose que tu dois savoir. Il soupira, déjà agacé. Brooke, ce n'est pas le moment.
Ma société a été rachetée la semaine dernière. Summit Horizon Group a acquis 65% pour 28 millions. Ma part s'élève à 15,4 millions. La valise lui glissa des mains. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Je gardai une voix calme, comme je le fais toujours dans une salle de réunion remplie de dirigeants qui viennent de réaliser qu'ils sont dans une situation bien plus délicate qu'ils ne le pensaient. Alors, va chez Tyler. Prends tout le temps qu'il te faut pour décider si je suis assez remarquable pour toi. Je le dépassai pour aller au dressing et pris la robe anthracite que je porte aux réunions clients quand je dois projeter une image d'autorité sereine. Sache juste que le bail de l'appartement est à mon nom. Il l'a toujours été. Prends ta valise, mais rien d'autre. Il resta figé sur le seuil, son cerveau visiblement en train de recalculer 8 années de suppositions. Je lissai ma robe sur mon bras et croisai son regard une dernière fois. Et Sébastien, ton anniversaire est dans 2 semaines. J'ai réservé une salle privée au Lumine depuis des mois. Tous tes amis sont invités. Sa voix était faible. Qu'est-ce que tu prévois? J'ai souri, un sourire ni chaleureux, ni cruel, juste assuré. Quelque chose d'inoubliable. Ce matin-là, j'ai cessé d'être invisible. Sébastien est parti sans un mot de plus. La porte claqua derrière lui, les roulettes de sa valise dévalant le couloir comme un petit coup de tonnerre déterminé. Je suis resté un long moment sur le seuil de ma chambre, écoutant le bruit s'estomper, puis disparaître dans l'ascenseur. L'appartement me parut soudain plus grand. Trop d'espace, trop de silence. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la rue en contrebas. La pluie ruisselait sur la vitre en ligne lente et délibérée. À Seattle, il pleut comme certaines personnes gardent rancune, avec constance, sans relâche, presque poli. Je n'ai pas pleuré non plus. Au lieu de cela, j'ai préparé du café comme d'habitude, un café filtre d'origine unique d'un petit torréfacteur de Fremont. Je me suis installé à l'îlot de cuisine, mon ordinateur portable ouvert. Le travail m'attendait. Une entreprise de biotechnologie à Bellevue menacée de rappel par la FDA. Un autre client dont le PDG avait été pris dans une conversation par SMS inappropriée sur le point de fuiter. Les crises n'ont pas de répit pour les affaires personnelles. J'ai répondu à mes emails, programmé des appels, effectué des virements entre mes comptes avec la même efficacité tranquille qu'auparavant. Sauf que cette fois, je ne cachais rien. Pas à moi-même. Plus tard dans l'après-midi, je suis allé en voiture au loft de Lena à Fremont. Elle a ouvert la porte avant même que je puisse frapper, tenant déjà 2 tasses de café, ses cheveux noirs relevés en un chignon négligé, comme lors de nos séances de stratégie. « Dis-moi » a-t-elle dit, sans préambule. Je me suis effondré sur son canapé en cuir usé, celui-là même où nous étions assises 4 ans plus tôt, lorsque nous avions griffonné notre plan d'affaires sur des serviettes en papier et tout mis à plat. La conversation dans la cuisine, la valise, l'acquisition conclue discrètement la semaine précédente, les 15,4 millions de dollars qui avaient atterri sur mon compte comme une évidence. Une chose que je savais depuis toujours sans jamais l'admettre à voix haute. Lena écoutait sans m'interrompre, son expression passant de l'inquiétude à une expression plus vive, plus justifiée. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa tasse avec une précaution délibérée. « Tu le portes depuis 8 ans, a-t-elle dit. » dit-elle doucement. Et il pensait toujours que c'était à toi de prendre les choses en main. Je fixai le plafond, suivant du regard les poutres apparentes. Je l'ai laissé croire ça. Je pensais que c'était gentil. Ce n'était pas gentil. C'était rassurant. Elle se pencha en avant. Tu étais terrifié à l'idée que s'il voyait tout ce que tu avais accompli, il se sent insignifiant. Et dès que ses amis ont insinué que tu n'étais pas à la hauteur, il a fait ses valises au lieu de se demander pourquoi il n'en savait jamais plus. Ces mots ont résonné avec force, car ils étaient vrais. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les détails de l'acquisition. Summit Horizon Group avait été patient. Il voulait notre méthodologie, notre portefeuille client, notre capacité à transformer les catastrophes en récits maîtrisés. La transaction a été conclue sous accord de confidentialité. Pas de communiqué de presse pour l'instant. Lena et moi avions accepté de rester associées exécutives pendant 5 ans. Contrôle opérationnel total, réinvestissement important de parts. L'argent a changé ma vie, mais la visibilité a été le véritable tournant. Fini les victoires anonymes. Fini le consulting freelance à domicile. Je lui ai parlé du dîner d'anniversaire.
Elle a haussé un sourcil. Tu vas vraiment jusqu'au bout? Ça. J'avais fait la réservation il y a des mois, quand je pensais encore qu'une soirée privée aux Lumines serait romantique. Maintenant, je change pour une table de groupe. Salle semi-privée. Configuration de présentation. Léna m'a longuement observé. Tu ne fais pas ça pour le blesser. Si, je le fais exprès. Comme ça, lui et tous ceux qui pensaient que je le freinais vont enfin voir ce qu'ils étaient trop paresseux ou trop à l'aise pour remarquer. Elle hocha lentement la tête. Alors, assurons-nous que ce soit impeccable. Professionnel. Incontestable. Les jours suivants, les messages de Sébastien arrivèrent par vagues. D'abord, de la défensive. Je me défoulais, c'est tout. Tu prends ça beaucoup trop au sérieux. Puis, de la confusion. Pourquoi tu ne réponds pas? Il faut qu'on parle comme des adultes. Au 4e jour, quelque chose qui frôlait la panique. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Le travail a été infernal et les gars discutaient. On peut s'asseoir? Je ne répondis à aucun d'eux. Le silence, j'avais appris en gestion de crise, est un langage à part entière. Quand une entreprise, noyée dans le scandale, la pire chose à faire est de se disputer publiquement. Mieux vaut se taire. Laisser l'autre partie combler le vide avec ses propres peurs. Les laisser imaginer le pire. Sébastien commençait à l'imaginer. J'ai passé ces jours-là à me préparer discrètement. J'ai rassemblé tous les documents que j'avais conservés au fil des ans, les accords de partenariat avec Léna, des études de cas clients expurgés, les calendriers de revenus, les relevés bancaires montrant les virements que j'avais effectués sur notre compte joint après sa réduction de salaire, le prêt pour sa tablette graphique haut de gamme et son logiciel de rendu, les cotisations à l'AIA, la refonte du site web qui lui avait permis d'obtenir son poste à responsabilité, les quittances de loyer des 3 années qu'il a passé à développer son portefeuille pendant que je gérais le ménage. J'ai tout organisé dans une présentation simple. Des diapositives épurées, sans fioritures, juste des faits. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne diminuent pas. Le 5e jour, il s'est présenté à l'appartement. J'avais déjà changé les serrures, une précaution que Margaret Thomas, mon avocate, m'avait recommandée lors de notre première rencontre plus tôt dans la semaine. Margaret avait la cinquantaine bien entamée, les cheveux argentés et un regard perçant. Bob, les yeux qui avaient vu toutes les formes de trahison, restait impassible. Elle avait examiné les pistes financières et avait simplement dit « Tu as été un moteur silencieux ici. » Il se battra, mais pas le journal. Quand Sébastien a frappé, je l'ai regardé par le Judas. Il paraissait plus petit, les épaules arrondies, les cheveux humides de pluie. Il a frappé de nouveau, plus doucement cette fois. « Brooke, je sais que tu es là. S'il te plaît. » Je n'ai pas ouvert la porte. Au lieu de cela, je lui ai envoyé un SMS. « Prends le temps que tu as demandé. On se parle à la mine samedi prochain, à 19h30. Ne sois pas en retard. » Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis retourné travailler. La vérité prenait de l'ampleur. Silencieuse mais irrésistible, comme l'eau sous pression. Et quand elle éclaterait enfin, personne ne pourrait détourner le regard. Les jours qui ont suivi le départ de Sébastien se sont étirés dans un calme mesuré. Je n'ai pas rompu le silence par du bruit. Pas d'appels frénétiques à mes amis, pas de visionnage tardif de vieilles photos, pas de grand ménage dans ses affaires. J'ai simplement continué à vivre dans l'appartement comme avant. Mon nom sur le bail, mes meubles choisis un à un au fil des années, mûrement réfléchis. Ma vue sur le bruit qui semblait encore. Une conversation intime avec la ville. Chaque matin, je me levais avant l'aube, préparais du café et m'installais à l'îlot de cuisine, lumières éteintes. L'obscurité m'aidait à réfléchir. Dans le silence, le chagrin s'installait. Ni bruyant, ni théâtral, mais constant, comme la marée montante sous la brume. Je ne pleurais pas le mariage que je croyais avoir. Je pleurais la version de moi-même que j'avais perfectionnée pendant 8 ans. Celle qui écoutait plus qu'elle ne parlait. Celle qui payait les factures sans faire de vagues. Celle qui pensait que l'amour ressemblait à une musique de fond plutôt qu'à la scène principale. Je me posais sans cesse la même question, sous différentes formes. Quand ai-je décidé que mon succès était une menace? Quand ai-je commencé à mesurer ma valeur à l'aune de ma capacité à me faire oublier à ses côtés? Les réponses arrivaient lentement, par bribes.
Il y avait cette nuit, peut-être 3 ans après notre mariage, où Sébastien était rentré, tout excité, d'un dîner d'affaires. Il avait parlé pendant des heures du projet, des éloges qu'il avait reçus, du fait qu'enfin, on reconnaissait son talent. Assise en face de lui à table, j'acquiesçais, lui posant des questions. Je me suis resservi du vin. J'avais signé mon plus gros contrat cet après-midi-là. Un contrat à 7 chiffres pour gérer une fuite de données qui avait exposé 2 millions de dossiers clients. Je n'en ai jamais parlé, ni à ce moment-là, ni plus tard. Je me disais que son moment était plus important. Je me disais que je pouvais attendre. Il y a eu les mois qui ont suivi la restructuration de son entreprise, la baisse de salaire, les nuits blanches passées devant son ordinateur portable, les épaules crispées par la honte. Je transférais de l'argent de mon compte professionnel au nôtre toutes les 2 semaines, suffisamment pour couvrir le crédit immobilier, les factures, les mensualités de sa voiture. Discret, invisible. Il n'a jamais demandé d'où venait l'argent. Je ne lui ai jamais rien dit. Je pensais le protéger. Avec le recul, je vois que je protégeais l'histoire qu'il racontait de nous. Un mari remarquable, une femme attentionnée. Et puis il y avait ces petits moments, ceux qui faisaient le plus mal parce qu'ils étaient anodins. Lors des événements professionnels, il me présentait comme Brooke. Elle fait du consulting à domicile. Les yeux se perdaient dans le vague. La conversation revenait toujours à lui. Je souriais à chaque fois. J'étais devenue experte pour sourire tout en disparaissant. Léna a mis le doigt dessus lors d'une de nos réunions. Des séances de stratégie en fin d'après-midi dans son loft. Tu ne te contentais pas de cacher l'entreprise, dit-elle en posant son café. Tu te cachais toi-même. Et tu le faisais si bien que même toi, tu as fini par croire à la version qu'il voyait. Je fixe le parquet, en suivant le grain du regard. Je pensais que c'était ça, le partenariat, laisser l'autre prendre sa place. Le partenariat, c'est se voir, pas l'un voir et l'autre jouer la comédie. Ces mots ont résonné en moi. Ils ne m'ont pas blessé. Ils m'ont éclairé. Je passais mes soirées seule avec les documents que Margaret m'avait demandé de rassembler. Éparpillés sur la table de la salle à manger, relevés bancaires, contrat de prêt, reçus, déclaration de revenus, une preuve irréfutable d'un soutien discret jamais reconnu. Les 18 000 $ pour son équipement de rendu professionnel, les 4 500 $ de cotisation annuelle à l'AIA et les frais de conférence, la refonte du site web qui avait rendu son portefeuille compétitif, les loyers payés pendant ces années de stage difficiles. Chaque ligne racontait la même histoire. J'avais assumé plus que ma part, et je n'avais jamais demandé à être reconnue. Non pas par altruisme, mais parce que j'avais peur. Peur que s'il voyait l'ampleur de ce que j'avais construit, l'équilibre soit rompu. Peur qu'il m'en veuille, peur qu'il parte. Et puis, il est parti, à cause de l'avis d'amis qui me connaissaient à peine. Cette prise de conscience a été le point de rupture le plus silencieux. Pas de drame, pas de larmes, juste une lente et certaine compréhension. J'avais passé 8 ans à tester si quelqu'un pouvait m'aimer quand j'étais ordinaire. Le test était terminé. Il avait échoué. Mais échouer à un test ne signifie pas être incapable d'être aimé. J'ai commencé à mieux dormir. L'appartement ne me semblait plus vide. Il était à moi. Je marchais dans les rues de Belltown sous la pluie, sans écouteurs, laissant les bruits de la ville emplir l'espace où régnait le doute. J'ai revu Margaret, calme, concentrée, pour examiner les options de séparation. Le régime de la communauté de biens à Washington serait compliqué, mais l'appartement d'avant le mariage, les comptes professionnels séparés, la pension alimentaire unilatérale documentée me donnaient une base solide. Elle n'a pas mâché ses mots. Il se battra. Son ego est en jeu maintenant. J'ai acquiescé. Qu'il le fasse. La veille du dîner d'anniversaire, je me tenais à la fenêtre donnant sur l'eau. Des lumières féeriques traçaient de l'encillon sur le noir. La pluie tambourinait contre la vitre. Je ressentis quelque chose de nouveau. Ni colère, ni triomphe, juste une présence. J'étais là, pleinement là, n'attendant plus d'être vue. J'avais passé des années à construire dans l'ombre. Maintenant, la lumière s'allumait, et je n'en avais plus peur. La nuit de l'anniversaire de Sébastien arriva fraîche et claire. Une de ces rares soirées à Seattle où la pluie se fait attendre et où la ville semble presque douce. Je suis arrivée tôt au Lamine. Le restaurant est niché dans un coin tranquille de Capitol Hill. Porte en bois sombre, éclairage en laiton tamisé, le genre d'endroit qui ne se fait pas remarquer parce qu'il n'en a jamais eu besoin.
J'avais changé la réservation d'une table pour 2 pour une salle semi-privée pour 12. Écran de présentation prêt. Menu dégustation du chef présélectionné. Accord mets et vin. Tout était parfait. J'attendais au bar, près de l'entrée, en sirotant de l'eau gazeuse. À travers le miroir derrière les bouteilles, je les voyais arriver un par un. Tyler et Jared d'abord, les anciens camarades de fac de Sébastien, vérifiant téléphone en main, échange de regards perplexes. Regan ensuite, blazer impeccable, talons claquants avec assurance. Puis Avery, celle dont les mots avaient tout déclenché. Grande et confiante, robe émeraude captant chaque lumière. Elle traversait la pièce avec une aisance naturelle. On les conduisit au salon privé. Le champagne fut servi. La conversation commença, timide, incertaine. Sébastien arriva en dernier. Costume charcoal que j'avais fait faire sur mesure, chaussures que je lui avais offertes à Noël dernier. Il s'arrêta sur le seuil, scrutant le restaurant, la confusion l'envahissant lorsqu'il aperçut ses amis à travers la vitre. Il sortit son téléphone, le consulta, puis regarda autour de lui. Son regard se posa enfin sur moi au bar. Une expression traversa son visage. L'espoir, puis l'incertitude, puis l'eau blanche de l'appréhension. « Brooke », dit-il à voix basse en me rejoignant. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est ton dîner d'anniversaire, » répondis-je calmement, « avec les personnes dont la vie compte le plus pour toi. Je pensais qu'on allait parler, juste nous deux. On va parler. » Devant eux, je me tenais debout, lissant ma robe bleu nuit, la seule je l'avais achetée des semaines plus tôt. Une coupe simple, un tissu cher qui glissait comme l'eau. Allez, ils attendent. J'ai pris les devants. Il m'a suivi, d'un pas hésitant. Le silence s'est fait dans la pièce à notre entrée. Tyler a posé son verre. Jared a regardé la table. Regan a croisé mon regard, l'expression indéchiffrable. Avery s'est agité sur sa chaise. « Merci d'être venu », ai-je dit en m'avançant vers le bout de la table. Je voulais fêter Sébastien ce soir avec ses proches. Sébastien est resté figé à mi-chemin de sa chaise. « Brooke, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai connecté mon téléphone à l'écran. La première diapositive est apparue. Un logo épuré. Arla Navarro Resilience Partners. Il y a 2 semaines, ai-je commencé d'une voix forte. Sébastien m'a dit que ses amis ne me trouvaient pas assez remarquable pour lui, qu'il pouvait trouver mieux. Le silence s'est fait dans la pièce. Le visage d'Avery s'est décomposé. Tyler fixait sa serviette. Il avait raison. J'ai continué. Je n'étais pas remarquable comme vous le recherchiez. J'étais remarquable d'une manière que vous ne vous êtes jamais demandé. J'ai fait défiler la diapositive suivante. Pendant des années, tandis que Sébastien collectionnait les prix de design et parlait de ses projets à chaque événement, Lena et moi avons créé un cabinet de gestion de crise pour les secteurs de la tech et de la biotech. Nous gérons les situations critiques qui peuvent détruire des entreprises, violation de données, scandales, rappel de produits. Nous agissons avec discrétion, efficacité et à grands frais. Diapo suivante. Évolution du chiffre d'affaires. Une progression constante. L'année dernière, 6,2 millions de dollars. Cette année, nous prévoyons d'atteindre 9 millions. Il y a 6 mois, Summit Horizon Group nous a contactés. La semaine dernière, la transaction a été conclue. 28 millions de dollars pour 65% des parts. Ma part, 15,4 millions. Silence. Un silence si profond que j'aurais pu entendre les bulles retomber dans les coupes de champagne. Je n'ai pas précipité les choses. J'ai laissé le chiffre mûrir. Puis j'ai repris la discussion. Relevé bancaire, virement, relevé de prêt. Ce sont les paiements que j'ai effectués sur notre compte joint après la restructuration de votre entreprise. De quoi couvrir l'hypothèque, la voiture, tout, pour que vous n'ayez pas à vous inquiéter. Vous étiez gêné. Je n'en ai pas parlé. Diapo. Quittance de loyer des 3 années suivant mes études supérieures. Diapo. 18 000 dollars pour du matériel de rendu. Diapo. 4 500 dollars de cotisations professionnelles annuelles. Refonte du site web. Dîner de réseautage. Je n'ai jamais compté les points, ai-je murmuré. Je croyais que c'était un partenariat. Je croyais qu'aimer,
c'était porter plus de responsabilités pour que l'autre puisse s'épanouir. J'ai regardé Sébastien. Ses mains crispées sur le dossier de sa chaise, son visage gris. Mais je me trompais. L'amour n'exige pas de disparaître. Je me suis tournée vers la table. Le bail de l'appartement est à mon nom. Il l'a toujours été. Sébastien a emménagé avec moi. Les meubles, les œuvres d'art, sa voiture, je les ai achetés. Non pas pour prouver quoi que ce soit, parce que je le pouvais. Et parce que je croyais que nous construisions une vie ensemble. J'ai raccroché. L'écran est devenu noir. J'ai gardé le silence parce que je pensais qu'être remarquable signifiait être invisible. Je pensais que c'est ce que tu voulais, Sébastien. Et peut-être que je le voulais aussi. Parce que si tu m'aimais quand j'étais ordinaire, alors c'était authentique. J'ai pris ma coupe de champagne. Tu te trompais sur ce à quoi ressemble la distinction. J'ai levé mon verre, la lumière se reflétant sur le liquide pour mieux le comprendre. J'ai bu. Le champagne était pétillant. Parfait. J'ai posé mon verre avec un dernier bruit sec. Puis je suis sorti par la salle à manger principale, dépassant des tables d'inconnus qui n'avaient aucune idée de ce qui venait de se passer. Dehors, dans la fraîcheur de la nuit, mes talons bien ancrés sur le trottoir. Derrière moi, des voix s'élevaient, choc, questions, colère s'entrechoquant. Je ne me suis pas retournée. J'avais dit ce qu'il fallait dire. Le reste leur appartenait. J'ai conduit jusqu'à chez moi sous les réverbères qui se brouillaient à travers la buée soudaine sur le pare-brise. Pas de larmes, juste Seattle qui fait ce qu'elle fait. En entrant dans l'appartement, je n'ai pas allumé la lumière. Je suis resté debout à la fenêtre, la ville scintillant en contrebas. Pour la première fois en 8 ans, l'espace me semblait à la bonne taille, et je n'attendais plus que quelqu'un le remplisse. Le lendemain matin du dîner chez Lumine, le monde entier était au courant. Jordan Grant a parfaitement choisi le moment du communiqué de presse. 23h47 ce samedi soir-là. Dès le lever du soleil dimanche, Arlon Navarro Resilience Partners était en tête des tendances sur tous les fils d'actualité économique importants. TechCrunch était en tête. Avec Invisible Founders Step into the Light, Seattle Women's Cell Crisis Firm, j'ai été racheté pour 8 chiffres. Forbes a suivi. LinkedIn s'est illuminé de félicitations de personnes que je n'avais pas contactées depuis des années. Je me suis réveillée avec des notifications que je n'arrivais pas à ignorer assez vite. Des emails de journalistes, des invitations à des podcasts, d'anciens clients qui se souvenaient soudainement de mon nom. L'histoire avait fait son chemin. Pas seulement l'acquisition, mais aussi le dîner, les diapositives, la sortie discrète. Quelqu'un au restaurant avait forcément parlé. Des détails ont fuité. Le toast au champagne, les chiffres d'affaires, le mari qui avait qualifié sa femme d'insignifiante. Internet a fait ce qu'il fait toujours. La moitié m'a qualifié d'héroïne pour avoir refusé de rester dans l'ombre. L'autre moitié m'a traité de calculatrice, de vindicative, de cruelle pour avoir choisi la scène publique plutôt qu'une conversation privée. J'ai lu quelques discussions, puis j'ai arrêté. Les opinions ne sont pas la vérité. Les messages de Sébastien ont afflué toute la nuit et les semaines suivantes. D'abord de la défensive, puis de la confusion, puis quelque chose de brut. Je comprends maintenant. Comment j'ai pu ne jamais demander. Comment j'ai pu ne jamais chercher. Je suis désolée. Pas d'avoir été prise la main dans le sac, mais pour ce que je t'ai fait subir chaque jour passé ensemble. J'ai relu le dernier message 2 fois. À la recherche de manipulation. Je n'y ai trouvé que de l'épuisement. Je les ai tous supprimés et j'ai bloqué la conversation. Margaret Thomas a déposé la demande de divorce le mardi suivant. Sébastien a rapidement engagé un avocat. Agressif. Cher. Ils ont plaidé le soutien moral, la contribution aux tâches ménagères, le traditionnel retournement de situation. Margaret est restée imperturbable. Nous avons des preuves. Ils ont des histoires, des victoires sur papier. Les allers-retours juridiques se sont éternisés pendant des mois. Dépositions, séances de médiation, documents publics qui ont alimenté les gros titres. Je ne me suis pas dérobée. Quand CNN m'a demandé une interview, j'ai accepté. Quand Forbes a voulu le récit complet, je l'ai donné en mettant l'accent sur l'entreprise, sur la résilience, sur le prix à payer pour construire en silence. L'aspect personnel a suivi. Bref,
Les gros titres m'ont présenté comme la femme qui a enfin osé se rebeller. Certains ont parlé de vengeance. Jamais. La vengeance veut faire souffrir. Je voulais que cette fiction prenne fin. 3 mois plus tard, Lena et moi avons emménagé dans de nouveaux bureaux en centre-ville. 43e étage, mur de verre avec vue sur le Puget Sound. Exposé. Des poutres apparentes, des bureaux ouverts, une salle de conférence où les clients oublient parfois leurs propres problèmes tant la vue est captivante. Nous avons embauché du personnel, élargi notre portefeuille client, et les prévisions de revenus rendaient le prix d'acquisition modeste. Un après-midi de décembre, je me tenais près de la fenêtre, un café à la main, à regarder d'effet tracer des lignes blanches sur l'eau grise. Lena me rejoignit, et un long silence suivit. « Tu regrettes la façon dont ça s'est terminé ?» demanda-t-elle. J'y ai pensé, vraiment. Je regrette ces années passées à me replier sur moi-même. Je ne regrette plus d'avoir refusé de me faire toute petite. Elle hocha la tête. C'est la différence entre survivre et vivre. Je pense encore parfois à Sébastien. Je me demande s'il a tiré une leçon de ses erreurs ou s'il a simplement appris à mieux dissimuler ses suppositions. Je me demande s'il raconte une version de notre histoire ou c'est lui qui est trahi. Je ne sais pas. Je n'ai pas besoin de le savoir. Je pense plutôt à la femme que j'étais, celle qui croyait que l'amour exigeait la disparition, et à celle que je suis devenue, visible, appréciée, occupant enfin la place que j'avais méritée, sans m'excuser. Un jour, Sébastien m'a qualifiée d'insignifiante. Ce faisant, il m'a donné la permission la plus claire que j'ai jamais reçue, celle d'arrêter de jouer un rôle, d'arrêter de demander la permission d'être aussi extraordinaire que je l'ai toujours été. Certains soirs, je me promène seule dans Belltown. La pluie caresse mon manteau. Les lumières de la ville se reflètent sur le trottoir mouillé. Je ne me sens pas seule. Je me sens présente. L'appartement est toujours à moi. La vue est toujours à moi. La vie est à moi. Et pour la première fois en 8 ans, j'ai l'impression que c'est suffisant. Plus que suffisant. Parfois, tout perdre, c'est tout perdre. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'un nouveau choix pour soi-même. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque récit révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.